Depuis que tout le monde utilise les téléphones intelligents, depuis environ 2010, on peut faire l'hypothèse qu'il s'est développé une nouvelle sorte d'individualisme que j'appellerais l'individualisme numérique. Avant, il y avait l'individualisme culturel qui datait d'à peu près des années 60. L'individualisme culturel, c'est l'autonomie dans l'organisation de la vie personnelle des gens. Par exemple, les gens ont le droit de se marier ou pas, de se séparer ou pas, d'avoir des enfants ou pas, même il y a des familles homoparentales. Donc, il y a une grande autonomie dans l'organisation de la vie privée. Puis ça existe encore, c'est une tendance depuis les années 60-70, mais avec le numérique, il y a comme une amplification encore de l'individualisme. Au niveau des habitudes de vie, le numérique a vraiment apporté du nouveau. Maintenant, on passe des heures par jour devant un écran, on cherche sur Google, on fait des textos, on dort avec notre cellulaire. Vraiment, là, c'est devenu là, notre frère siamois, inséparable, 24 heures par jour. Au niveau des phénomènes sociaux, le numérique a eu un impact aussi. En particulier, le phénomène MeToo, c'est les femmes qui ont subi des agressions sexuelles puis qui ont dénoncé sur les réseaux sociaux. Ou encore, il y a le phénomène des haters, les personnes pas très polies qui font des commentaires sur Internet. Mais c'est aussi, c'est le téléenseignement qu'il peut y avoir, c'est les cours par Zoom ou par Teams, c'est toute l'utilisation des réseaux sociaux, par exemple des plateformes dans le e-commerce, etc. Vraiment, le numérique, ça change quelque chose dans notre vie. Mon hypothèse, c'est qu'il existe maintenant un individualisme numérique qui a la particularité, le fractionnement des visions du monde. Je donne un exemple. Moi, dans mon temps, quand on écoutait la télévision, par exemple, bien, on écoutait un film ou encore des téléromans le soir, bien, tout le monde écoutait la même chose, mais en fait, où je demeurais, il y avait juste Radio-Canada, de sorte que le lendemain, on pouvait discuter de ça. Maintenant, ça a vraiment changé. Maintenant, il n'y a plus deux personnes qui ont fait exactement la même chose hier soir. Quelqu'un a écouté des documentaires sur YouTube, un autre a joué un peu avec des jeux en ligne, quelqu'un d'autre a écouté des vidéos sur TikTok, etc. Chacun a complètement son vécu numérique, puis ça, dans le fond, puis c'est plus fort que ça en réalité, parce qu'il y a ce qu'on appelle la bulle de filtre. C'est-à-dire que les algorithmes se basent sur notre historique de visionnement pour nous faire des suggestions. Alors, si quelqu'un aime beaucoup les films de guerre, bien, sur YouTube, il va avoir plein de suggestions. Si quelqu'un cherche des preuves que la Terre est plate, pas de problème, il va trouver plein de vidéos également qui vont renforcer, dans le fond, son idée de la Terre plate. Tout ça fait que dans l'individualisme numérique, chacun a ses domaines d'intérêt, ses émotions à lui. Tu sais, chacun s'enfonce dans son propre univers numérique différent de tous les autres individus, dans le fond. Ça crée une plus grande hétérogénéité sociale. Maintenant, on a moins de choses en commun. Puis ça, c'est plus fort donc que par rapport à l'individualisme culturel, qui lui-même était déjà une certaine perte d'homogénéité par rapport à l'époque canadienne-française, où est-ce que tout le monde allait à la messe, se mariait, respectait les rôles sexuels. Malgré cet éclatement des valeurs, on pourrait dire, il est quand même surprenant, paradoxal, de constater qu'on a quand même des points en commun. Il y a quand même certaines caractéristiques communes à notre mentalité en 2022. Je vais vous en numérer 5. Une première caractéristique, c'est le dévoilement de l'intimité. On connaît le slogan « Parler du suicide sauve des vies ». Mais plusieurs organismes demandent comme ça de dévoiler, dans le fond, l'intimité des personnes. C'est d'y aller à cœur ouvert le plus possible. C'est vrai pour les groupes de femmes qui font ça depuis longtemps, mais également pour les groupes d'hommes, pour Narcotiques Anonymes. Les gens consultent des psychologues, des psychoéducateurs. Tu sais, c'est devenu dans la normalité sociale maintenant de parler de soi, de s'exprimer le plus ouvertement possible. Puis le cas le plus pur, c'est MeToo, des femmes qui dénonçaient les agressions sexuelles. Tu sais. À partir de maintenant, on brise le silence. Une deuxième caractéristique de notre mentalité, c'est la capacité de réorientation. À mon époque, étudier, par exemple, c'était un peu comme embarquer dans un train. On sait à quelle heure on va monter, où est-ce qu'on se rend, puis à quelle heure on va descendre. Mais maintenant, la majorité des étudiants se réorientent en cours de route. C'est la même chose pour les gens sur le marché du travail. On change énormément. Puis c'est pas juste dans les études et le travail, c'est dans tous les domaines, dans le fond. On peut changer de conjoint, on déménage, quelqu'un décide de devenir vegan. Tu sais. Il y a vraiment, là, les gens se remettent en cause parce qu'on a comme une vision à court terme de notre avenir, on pourrait dire. Les cas les plus purs, me semble, c'est les personnes transgenres
qui subissent un traitement hormonal, qui peuvent vivre une opération, puis vraiment, ils changent de nom, puis vraiment, eux autres, ils changent de vie. Ils sont un peu, mais ils sont, dans le fond, c'est un cas extrême, mais c'est représentatif de notre tendance à tout le monde à se remettre facilement en cause. Puis je pense que ça a un lien avec le numérique, parce que tout ce qu'on reçoit comme information, les idées, les témoignages qu'on reçoit, ça nous influence, puis ça nous amène à nous questionner, à essayer d'autres projets, à se réinventer en quelque sorte. Une troisième caractéristique de notre mentalité, c'est l'idéal des rôles unisexes. Depuis environ les années 60, on remet facilement en cause les rôles sexuels traditionnels. Par exemple, les hommes vont changer les couches de bébé, et puis ou encore ils vont faire des tâches domestiques, tandis que les femmes vont être policières, pharmaciennes, politiciennes, etc. On valorise tout ce qui est unisexe. Mais quand même, à venir jusqu'à récemment, il y a quelque chose qui était resté assez traditionnel, qui est le rôle du courtisan. Mettons, dans un bar entre étrangers, on s'attend que ce soit plus les hommes qui fassent le premier pas, qui invitent à danser, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Maintenant, avec le numérique, ça change vraiment quelque chose, parce que sur les sites de rencontres, tout le monde met des likes à tout le monde. Là. Maintenant, là, qui va entreprendre une démarche? Ben, ça se fait ensemble. On n'essaie plus de savoir si c'est la femme ou l'homme en premier, ça n'a pas d'importance. Puis en fait, je pense qu'on peut faire l'hypothèse que cette attitude-là unisexe, de plus en plus, est transférée dans la vraie vie, de sorte que qui va faire le premier pas? Bien, il y a un plus grand équilibre qu'avant. C'est plus au rôle de l'homme, ça peut être la femme autant que l'homme maintenant. Donc, c'est plus équilibré à ce niveau-là. Une autre caractéristique de la mentalité moderne, c'est l'engouement pour les biens de consommation. La société de consommation, ce n'est pas nouveau, ça date du 20e siècle. Mais ce qui est nouveau, c'est le e-commerce, c'est-à-dire toutes les plateformes où on peut acheter. Mais en plus, il y a des plateformes comme Kijiji ou des groupes Facebook où est-ce que là, les citoyens peuvent acheter et échanger. Les citoyens entrent en relation ensemble, puis ils peuvent s'informer beaucoup plus qu'autrefois. Maintenant, il y a un mot qui a été inventé, c'est le consommateur, pour dire à quel point que l'individu consommateur, il n'est plus passif comme autrefois, qui rentre dans le magasin puis il va acheter quelque chose. Maintenant, il peut s'informer, décider, chercher les meilleures aubaines possibles. C'est vraiment une grosse différence. Donc, quelqu'un qui aime s'informer et consommer, vraiment, il y a beaucoup plus d'autonomie, il y a beaucoup plus de moyens maintenant grâce au numérique par rapport à autrefois. Un autre trait encore commun de notre mentalité, c'est l'éthique éco-responsable et l'éco-anxiété. L'éthique éco-responsable, ça peut être des individus ou des entreprises, c'est le fait d'essayer d'économiser les ressources le plus possible. Puis l'éco-anxiété, c'est l'inquiétude face à la détérioration de la planète. Ça, ce n'est pas lié directement au numérique parce que c'est des informations qu'on reçoit qui proviennent de partout. Il s'agit juste des fois d'écouter la météo à la télévision où on annonce une sécheresse, des feux de forêt, des inondations, etc. Tu sais, on s'aperçoit qu'il y a comme un peu comme une nouvelle combinaison déluge, sécheresse, parce qu'on est entré dans une phase, maintenant, il est probable qu'on est entré dans une phase de changement climatique extrême, puis probable, dans le fond, dans le sens, pas mal certitude. Là. Ce qui est remarquable de notre individualisme face à l'environnement, c'est l'incapacité à agir ensemble. C'est-à-dire qu'on peut faire des efforts individuels, mais dans le fond, il n'y a pas grand projet collectif pour essayer de régler vraiment les problèmes. Au Québec, on a eu, par exemple, le Pacte pour la transition. Il y a 300 000 personnes qui ont signé, qui voulaient essayer de diminuer leur consommation de viande, d'essence. Puis ça a duré à peu près 2 ans. Puis c'est une belle initiative, mais dans le fond, ça n'a pas vraiment d'impact. Ce n'est pas ça qui change la société. Ce qui est remarquable avec l'individualisme, c'est à quel point chacun, on est préoccupé par notre bien-être, notre épanouissement. Chacun vit dans son univers numérique, mais il y a comme une incapacité à agir ensemble pour essayer de régler les problèmes collectifs. Alors, désolé pour les optimistes.